est 23 h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Après les tristes événements survenus à Dabou, plusieurs personnes interpellées par les forces de sécurité en leur possession des armes blanches et armes à feu. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, était au journal télévisé de 20 h pour faire le point après ces événements. Présidentielle 2020, la commission électorale indépendante à la rencontre des populations dans l'un des Djuablin, le Boclet. Objectif, expliquer le mode opératoire du vote, faire le point du retrait de la carte d'électeur. Présidentielle en Guinée, le président sortant Alpha Condé a déclaré vainqueur au premier tour par la commission électorale avec 59,49% des voix contre 33,5% des suffrages pour l'opposant Cellou Dalein Diallo. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. La ville de Dabou a connu des heures difficiles suite aux événements tragiques qui ont bouleversé son quotidien. À l'issue de ces événements, une cinquantaine de personnes ont été mises aux arrêts par les éléments des forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé, qui était l'invité du journal télévisé de 20 h présenté par Marie-Laure Ngoran, rassure, le calme est revenu dans la ville. Il était porteur d'un communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou que je vous invite à suivre à présent. Communiqué du gouvernement relatif aux événements survenus dans la circonscription de Dabou. Le 20 septembre 2020, des responsables de partis politiques et groupements de l'opposition ont lancé un appel à la désobéissance civile. Le gouvernement constate avec regret que cette désobéissance civile se traduit par des actes constitutifs d'infractions pénales. En effet, de nombreuses violences ont été constatées dans certaines villes de notre pays. Ainsi, du lundi 19 au mercredi 21 octobre 2020, la circonscription de Dabou a été le théâtre d'incidents d'une extrême gravité. Ces faits se sont caractérisés par les atteintes à la vie, à l'intégrité physique des personnes, ainsi que de leurs biens, à l'entrave à la liberté de circulation, au pillage et incendie. Face à cette situation, un important dispositif des forces de l'ordre a été déployé, ainsi que l'instauration d'un couvre-feu dans le département de Dabou. Le bilan de ces dérapages fait état de dégâts humains et matériels importants. En effet, il a été enregistré au cours de ces 3 jours 16 décès, 67 blessés, 3 maisons d'habitation et une ferme avicole incendiée, 10 véhicules de transport en commun incendiés, plusieurs biens emportés dans le village de Agnébi et de Kpass, 52 individus interpellés, 12 fusils calibre 12 et 70 machettes saisies. Le gouvernement présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Les premières investigations ont révélé que ces actes ont été suscités avec la présence d'individus non résidents dans la localité qui ont indistinctement porté atteinte à l'intégrité physique et aux biens des membres des 2 communautés en ayant pour sombre dessein de créer un conflit intercommunautaire. Le gouvernement tient à indiquer que les investigations se poursuivent en vue de rechercher et interpeller aussi bien ceux qui commettent personnellement ces actes que ceux qui incitent à les commettre en donnant des instructions ou en suscitant leur réalisation par des promesses de moyens financiers. Tous ces acteurs subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, le gouvernement rassure les populations que toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de la protection des biens, des personnes et des institutions de la République. Fait à Abidjan le 24 octobre 2020, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et au cours de cet entretien qu'il a eu avec Marie-Laure Ngoran, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé a fait le point des événements survenus donc dans la ville. Je vous invite à suivre cet autre pan de son intervention. Quel était le mode opératoire à Dabou?
Il faut que ce soit clair. Ce sont des individus, comme ça a été dit dans le communiqué, qui ne sont pas résidents de la ville de Dabou. Parce que quasiment tous les habitants de la ville de Dabou se connaissent plus ou moins. Ce sont des individus qui ont été convoyés d'ailleurs et qui ont attaqué les Adjoukrou. Ils se sont repliés, ils sont allés attaquer les Djoula. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. De façon à ce que chaque communauté pense que c'est l'autre qui vient l'attaquer. L'objectif, c'est de créer un conflit intercommunautaire. C'est comme ça qu'elles ont opéré. Les dispositions ont été prises dans le cadre spécifique des élections. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucune force de sécurité n'a été retirée de sa position depuis toujours. Bien au contraire, les effectifs ont été renforcés. Et à partir de demain, l'opération spéciale qui a été donc mise en place par les grands commandements, qui s'appelle barrissement de l'éléphant, va être déployée pour permettre à toutes les populations, non seulement de vaquer tranquillement à leurs occupations, mais aussi de remplir leurs droits civiques. Tout le monde pourra aller voter. En toute sérénité. En toute sérénité. Voilà, et je vous donne à présent connaissance de ce communiqué qui émane de la haute autorité de la communication audiovisuelle en raison du deuil national de 72 heures décrété en la mémoire du ministre Sidiki Diakité et suite à l'autorisation de la commission électorale indépendante, la CEI, la haute autorité de la communication audiovisuelle, la RACA, après consultation des candidats, modifie les jours et heures de passage à l'émission face aux électeurs comme suite. Mardi 27 octobre 2020 à 21h15, M. Alassane Ouattara ou son représentant. Mercredi 28 octobre 2020 à 21h15, M. Kwadio Konan-Bertin ou son représentant. Jeudi 29 octobre 2020 à 21h15, M. Pascal Afine-Guessan ou son représentant. Vendredi 30 octobre 2020 à 21h15, M. Bédier Konan Aimé Henry ou son représentant. Fait à Abidjan le 24 octobre 2020 pour la ACA. Le superviseur régional de la CEI, la commission électorale indépendante chargée de l'Indéni, du Ablin, le Ifou, le Moronou et le Unzi, a rencontré le corps préfectoral et les forces de défense et de sécurité d'Abangourou pour faire le point de la distribution des cartes d'électeurs et les dispositions prises pour garantir la tenue du scrutin présidentiel. À l'issue de la rencontre, Émile Ebrotier a rassuré les électeurs. Ils pourront retirer leurs cartes dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Et cette rencontre a eu lieu à la préfecture de région à Abangourou. Le reportage d'Hermaniagne. Débuté le 14 octobre dernier, l'opération de distribution des cartes d'électeurs s'achève ce dimanche 25 octobre. Mais dans son exécution dans certaines localités, cette opération a enregistré de nombreux désagréments avec la destruction de plusieurs cartes d'électeurs. C'est pour faire le point de cette opération dans l'Indéni du Ablin que le superviseur de la CEI en charge des régions du Moronou, de l'Ifou, du Nzi et de l'Indéni du Ablin a initié cette rencontre avec le corps préfectoral et les forces de défense et de sécurité. Il était bon que je sois au chef-lieu de la région de l'Indéni-du-Ablin pour m'assurer que le déroulement de retrait des cartes se passe normalement et que par ailleurs les forces de défense et de sécurité qui sont dans cette région pour assurer la bonne marche du scrutin en ce qui leur concerne, que cela se passe très bien. Et je sors rassuré parce que de ce qui m'a été rapporté par le corps préfectoral, tout comme les forces de défense et de sécurité, l'Indéni du Ablin est sécurisé et que les élections auront lieu à bonne date. Le porte-parole de la CEI rassure que les cartes vandalisées ont été rééditées et toutes les dispositions ont été prises afin de permettre aux électeurs de rentrer en possession le jour du scrutin. Toutes les cartes seront à disposition dans les lieux de vote le jour du scrutin. Donc tous les électeurs qui n'ont pas pu retirer leurs cartes avant le 25 pourront récupérer leurs cartes le jour du scrutin sur leur lieu de vote. Dans les régions de l'Indéni du Ablin, du Moronou, du Nzi et de l'Ifou, ce sont un peu plus de 400 000 électeurs qui sont attendus dans les urnes le 31 octobre prochain.
Marguerite Yolibi-Koné, commissaire superviseur de la CEI, est en tournée dans le Bas-Sassandra. Objectif, rencontrer le corps préfectoral, les représentants des candidats, la société civile, les forces de défense et de sécurité, afin d'expliquer le mode opératoire du vote et faire le point du retrait de la carte d'électeur. Sam Conan a suivi la rencontre de Sassandra. Marguerite Yolibi-Koné, commissaire superviseur de la CEI des régions de San Pedro, de la Nawa et du Boclé, rencontre le corps préfectoral, les élus, la société civile et la population pour une séance de sensibilisation et d'information sur le mode opératoire. Après avoir expliqué le mode opératoire, l'émissaire de la commission électorale indépendante invite les populations au retrait des cartes d'électeurs. Nous avons insisté sur le fait que les cartes d'électeurs, tout comme la liste électorale, ce sont des documents administratifs qu'il faut avoir, qui sont individuels. Et donc, si on ne l'a pas, ça va être compliqué puisque ces cartes-là ou cette liste va servir pour les élections à venir. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de candidat, qu'on ne va pas retirer sa carte d'électeur. Et nous avons aussi incité les populations, nous les avons sensibilisées à aller tranquillement au vote. Pour le corps préfectoral et les élus, tout sera mis en œuvre pour que le plus grand nombre d'habitants retirent sa carte d'électeur. Nous avons tous écouté et bien, nous avons posé des questions à l'effet de comprendre certains points que nous n'arrivions pas à saisir. Elle a été très éloquente et elle nous a tout expliqué. Et je suis convaincu que nous allons doubler le taux de retrait que nous avons présentement. Nous leur affirmons que l'élection aura bien lieu le 31 octobre. Elles doivent venir retirer les cartes et tout se passe bien. Dans la région du Boclé, la population électorale est de 65 104. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez depuis hier, le ministre chargé de l'administration du territoire de la décentralisation, Sidiki Diakité, a tiré sa révérence hier, vendredi 23 octobre. Homme de devoir, Sidiki Diakité, ministre chargé de l'administration du territoire et de la décentralisation, a siégé à la table du dialogue politique pour apporter sa contribution à l'apaisement du climat sociopolitique. Dès l'annonce de son décès, le Front populaire ivoirien, le FPI, exprime sa compassion à ses familles biologiques ainsi qu'à ses familles politiques. Nous vous proposons à cet effet d'écouter le secrétaire général, porte-parole du FPI, Isiaka Sangaré. Le Front populaire ivoirien a appris le décès subi de M. Sidiki Diakité, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. En ces circonstances douloureuses, le président du Front populaire ivoirien, le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et toute la direction du parti voudraient exprimer leurs condoléances et leur compassion aux membres du gouvernement, au chef de l'État, ainsi qu'à la famille de notre regretté défunt ministre de l'administration du territoire, qui fut un des acteurs, un des maillons essentiels aussi de cette plateforme des échanges entre le gouvernement et l'opposition. Et on change de registre pour parler cette fois de développement dans le cadre du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de certaines localités du pays. Le ministre de l'Hydraulique, Tchagba Laurent, a initié une série de tournées de travail. Il était à Mankono pour le lancement des travaux du projet. Le projet concerne 12 localités du pays. Les travaux d'équipement hydraulique seront réalisés avec le prêt d'une banque chinoise à hauteur de plus de 170 milliards de francs CFA. Le reportage est signé Charles Tatou. Le problème de manque d'eau potable s'est accentué dans 12 villes du pays, dont Mankono. Dans 2 ans, le calvaire des populations de ces localités sera en lointain souvenir. L'État ivoirien va effectuer des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable avec le prêt d'une banque chinoise à hauteur de plus de 170 milliards de francs CFA, dont plus de 11 milliards de francs affectés à la région du Béré dans le cadre de ce projet. Immense joie donc des populations de Mankono, heureuses de cette bonne nouvelle. Le ministre de l'Hydraulique y est venu pour le lancement des travaux, mettant l'accent sur la particularité du projet dans le Béré. Nous prenons donc de l'eau 15-20 km pour venir à Mankono. Parce que Mankono, Séguéla sont des régions
pour les nappes de fracture, nous faisons des infidélités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a de l'eau, demain la nappe baisse et on se retrouve à ne pas avoir de l'eau pour donner aux populations. Et ça, nous avons le cœur meurtri. On a préféré se retourner vers les ressources pérennes de surface que nous traitons. Une solution a été trouvée et les travaux vont bientôt commencer pour le bonheur des populations. Je tiens ici à remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, à remercier le Premier ministre pour tous les efforts qu'il mène au quotidien pour apporter de réelles solutions, mais des solutions pérennes à ce déficit. Après Makono, le ministre Thiago Laurent a mis le cap sur Séguéla, chef-lieu de région du Ourodougou. Ici, le déficit en eau potable est de 32%. Pour le ministre de l'Hydraulique, les travaux d'équipement hydraulique vont être réalisés à hauteur de plus de 18 milliards de francs CFA. Ici, c'est que nous avons déjà premièrement un château d'eau qui existe, que nous allons réhabiliter, mais nous allons laisser l'eau qu'on prenait dans le Yani pour aller prendre de l'eau dans le Sassandra. Élus et cadres de la région ne cachent pas leur joie. De la sous-préfecture de Kamalo, c'est-à-dire où la nappe d'eau a été trouvée, notamment Baxémien. Donc, vous comprenez ma joie. Nous sommes très heureux que toutes les sous-préfectures soient desservies, en plus du département ou dirais-je la région du Ourodougou. Le ministre de l'Hydraulique poursuit sa tournée dans les régions du Nord. Et sans une bonne santé, mesdames et messieurs, difficile d'apprécier le bien-être que procurent tous ces projets. Il ne faut donc pas baisser la garde face au Covid-19 qui lui continue d'être actif. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre le Covid-19. Ce samedi 24 octobre, l'on dénombre 24 cas confirmés sur 1608 échantillons prélevés, 37 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 171 cas actifs. Il faut donc continuer de redoubler de vigilance face à cette maladie. Et toujours dans le secteur de la santé, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, sur un autre front, a inauguré hier vendredi 23 octobre 2020 les locaux réhabilités de la première phase de l'hôpital général de Grand-Bassam, un projet qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle, la CEMU. Au total, 9 bâtiments ont été livrés pour cette première phase de réhabilitation des infrastructures de cet établissement. Le reportage de Issa Chonayeo. L'État, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle, CEMU, a initié un projet de réhabilitation et de rénovation de 8 infrastructures sanitaires du pays. Au nombre de ces établissements figure en bonne place l'hôpital général de Grand-Bassam. À l'inauguration des locaux réhabilités de la première phase de cette opération dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, a mis en exergue les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans le sud Komoué, notamment dans le domaine sanitaire. L'hôpital général de Grand-Bassam, du fait de son taux d'utilisation assez élevé, rendait inéluctable sa réhabilitation. À terme, l'hôpital général de Grand-Bassam disposera de tous les services usuels. L'hôpital bénéficiera d'un plateau médico-technique performant comparable à celui d'un CHR. L'élément significatif concerne le bloc opératoire qui disposera de 3 salles, dont une dédiée à la gynéco-obstétrique. L'établissement sanitaire dispose aujourd'hui de matériel de pointe des dernières générations. Une modernité qui fait dire au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique que les populations n'ont plus forcément besoin d'aller à l'extérieur pour se faire soigner. Il est prévu avec l'opérateur qui construit, c'est le cas. Nous signons un contrat de maintenance. Donc ce qui est là sera maintenu pendant au moins 7 ans. Ce contrat existe. Il nous appartient à tout le moins de rendre ça propre. Dans la foulée des réalisations dans le sud Komoué, le ministre Aka Awele a annoncé la construction d'un centre hospitalier régional, CHR, à Aboissou, dont la fin des travaux est pour bientôt.
Dans le prolongement de son action sociale, la mairie de Treichville poursuit son assistance aux populations, aux structures sanitaires de la commune. Elle vient de mettre à la disposition des populations 30 millions de francs CFA de bons de prise en charge sanitaire et du matériel médical d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est l'appui annuel de la collectivité aux structures bénéficiaires que sont le CHU de Treichville, l'Institut de cardiologie et l'hôpital général de Treichville. La remise de dons s'est déroulée hier vendredi 23 octobre au sein de la mairie en présence du ministre François Albert Amichia. Mamadou Kouassi pour le reportage. Dans la commune de Treichville, le social, à travers la santé et l'éducation, constitue une priorité pour l'équipe municipale. Et c'est au quotidien que cela se traduit en actes. Pour les personnes défavorisées de la commune, des dispositions particulières sont prises en collaboration avec les structures sanitaires. Au titre des prises en charge médicales, nous avons 35 millions chaque année qui permet à nos populations de faire des analyses médicales, de faire des radios, des scanners, mais également l'hospitalisation des plus démunis. Et pour renforcer ce partenariat entre ces structures sanitaires de la commune et la municipalité, l'équipe du ministre François Albert Amichia offre du matériel biomédical. Le CHU de Treichville, l'Institut de cardiologie et l'hôpital général de Treichville sont les principaux bénéficiaires de ce don. Nous vous assurons que nous ferons un très bon usage du matériel et des équipements que nous avez donnés gracieusement et nous assurons de vous faire un point quotidien. Le maire François Albert Amichia soutient que ce don s'inscrit dans la politique sociale de la commune. Nous sommes rendus compte que notre population avait les infrastructures qu'il fallait, mais vu le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos populations, il fallait un accompagnement. Et c'est pour cela que nous avons axé une grande partie de notre politique communale sur le social. Le gouvernement fait beaucoup, mais les collectivités territoriales, démembrement de l'État, doivent accompagner le gouvernement dans les choix qui sont faits. François Albert Amichia a également saisi l'occasion pour passer un message aux chefs de communauté et aux populations présentes au cours de cette cérémonie en cette période électorale. Et pour demeurer dans les champs de l'action sociale, sachez que 1404 kits scolaires ont été offerts par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies Renouvelables à 4 groupes scolaires du quartier Abattoir dans la commune de Port-Bouët via sa fondation. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la caravane de distribution de 10 000 kits scolaires dans la commune de Port-Bouët. Abdourahmane Sissé a aussi contribué au raccordement du quartier Abattoir au réseau électrique. C'est Forazeki. Abdourahmane Sissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies Renouvelables, veut rendre à Port-Bouët, sa commune natale, ce qu'elle lui a donné. Il investit 15 millions de francs CFA dans l'achat de 1404 kits scolaires et du matériel d'entretien. Un geste de portée sociale salué par petits et grands. Mes camarades et moi sommes très heureux de recevoir pour la seconde fois les bienfaits de l'État de Côte d'Ivoire. À travers la distribution de kits scolaires, nous voulons prendre ici l'engagement de les utiliser pour des résultats scolaires d'excellence. Tout l'abattoir est fier de vous. Et si vous voyez cette mobilisation, c'est pour vous montrer notre reconnaissance. À travers ce don, Abdourahmane Sissé veut rappeler aux parents l'importance de scolariser leurs enfants. L'éducation est un élément important. Si vous voyez, si je suis là où je suis aujourd'hui, dans la position dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris mes études au sérieux et c'est l'éducation qui m'a permis d'arriver là où je suis. On a souvent tendance à dire en Côte d'Ivoire que relation est mieux que diplôme. Moi, je dirais plutôt que diplôme est mieux que relation. C'est vraiment les diplômes qui permettront et qui donneront l'opportunité à nos enfants, à nos jeunes de pouvoir sortir et changer de conditions de vie. Le quartier Abattoir dans la commune de Port-Bouët vient d'être mis sous tension par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies Renouvelables. Une promesse de Abdourahmane Sissé, traduite en actes et saluée par les populations. Nous trouvons difficilement les mots pour vous dire merci. Vous avez pris la voix tout à l'heure, vous êtes arrivé, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut avoir comme problème dans ce quartier. Et à partir de là, vous pouvez mesurer l'ampleur du bien que vous nous faites. Et si vous choisissez de ne pas en parler par humilité, nous, on ne peut pas se taire. 80 millions de francs CFA investis pour raccorder les 20 000 habitants du quartier Abattoir au réseau électrique. Le taux de couverture d'électricité est passé de 33%
en 2011 à environ 76% à fin août 2020. L'objectif est de passer à 80% à la fin de cette année et à 100% à l'horizon 2025. Donc c'est vraiment électrifier toutes les localités de Côte d'Ivoire. Nous sommes ici dans le quartier abattoir à Port-Boué, justement dans le cadre de ce programme d'électrification de l'ensemble des localités de notre pays, dans le cadre des programmes d'extension, parce que vous savez, nos villes, nos quartiers s'agrandissent, vous avez des populations plus importantes, donc il y a besoin de mettre de nouveaux réseaux. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, par ailleurs président de la fondation qui porte son nom, veut investir dans le capital humain pour préparer l'avenir de demain. Voilà, des populations heureuses de voir leur quartier électrifié. 8 véhicules de type 4x4 d'une valeur totale de 160 millions ont été remis aux 8 régions concernées par le projet Écoterre, qui est le projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux, une déclinaison du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Remise de véhicules dans les locaux de la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Objet de cette remise de matériel roulant, permettre aux animateurs du projet Écoterre de mieux faire leur travail. Michel Tigré. Des véhicules qui donneront un coup d'accélérateur au projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux. Le projet Écoterre couvre beaucoup de secteurs d'activité, notamment sur l'agriculture et tous les secteurs importants d'activité dans nos régions. Donc ces véhicules serviront à mettre en œuvre ces différents projets qui sont initiés dans le cadre de ce projet. Le directeur général de la décentralisation réaffirme la volonté des autorités ivoiriennes à inscrire le développement des régions comme une priorité à travers le projet Écoterre. Vous savez que nos régions regorgent de beaucoup de potentialités et de valeurs. Et donc le gouvernement ivoirien a décidé de relever avec les acteurs locaux, de relever toutes ces valeurs qui sont dans nos régions. Et pour leur permettre justement de faire avancer leur développement. Des valeurs économiques, sociales, des ressources naturelles qu'il faut identifier. Ce projet s'inscrit dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Le montant destiné au financement du projet Écoterre s'élève à 22 milliards de francs CFA. Le Chandelier d'Or, cette cérémonie consacrée à la distinction des personnalités religieuses et civiles, en est à sa 22e édition. Édition organisée autour du thème « La paix et le progrès aux portes de la Côte d'Ivoire ». Pour cette 22e édition, des prix ont été décernés aux meilleures chorales de l'année 2020. Le point de cette célébration avec Godefroy Okambawa. Elles sont au nombre de 6, ces personnalités distinguées au cours de cette 22e édition des Chandeliers d'Or. Identifiées avec l'appui de la direction des cultes, ces récipiendaires, issus de plusieurs communautés chrétiennes et de la société civile, sont honorés pour leurs actions de paix et de développement. La paix, personne ne va nous la donner, c'est nous-mêmes qui devons la construire. Et en tant que croyants, la paix se construit et Dieu nous l'a déjà donnée. C'est une grâce pour moi de me voir octroyer ce prix et qui est un défi à la fois pour moi, un challenge pour mieux faire, pour mieux exceller dans le ministère. Pour les initiateurs de cette célébration, le groupe Emmanuel Presse, le Chandelier d'Or est une tribune de la célébration de l'excellence, mais aussi de reconnaissance à ses acteurs. Aux récipiendaires nominés du jour, je voudrais dire que vous êtes des acteurs et des vecteurs de paix par la qualité de vos ouvrages, à travers vos prédications et bien d'autres activités. Les premiers missionnaires sont entrés par Grand Bassam et nous célébrons cette année le 125e anniversaire de l'Église de Côte d'Ivoire. Grand Bassam a une dimension spirituelle importante, donc Grand Bassam est une ville éminemment spirituelle. Il était tout naturel pour nous d'accompagner cette initiative des Chandeliers d'Or. La 23e édition, en termes de version musique, nous allons mettre l'accent sur les groupes musicaux qui vont glorifier le Seigneur. Quel est le meilleur groupe musical au cœur des églises? Cette 22e édition du Chandelier d'Or s'est articulée autour du thème de la paix et du progrès aux portes de la Côte d'Ivoire. Cette célébration a été aussi marquée par des adorations et des louanges à Dieu. Les chorales Cœur d'Azaf des Assemblées de Dieu Niangon Sud, liturgie du Jubilé de Cocody et les Lévites CMA de Sidessi sont les meilleures chorales, lauréates au disque d'or du Chandelier d'Or de 2020.
En Guinée, la commission électorale a donné les résultats globaux provisoires de l'élection présidentielle. Elle déclare le président sortant Alpha Condé élu au premier tour avec 59,49% des voix. L'opposant Cellou Dalein Diallo, qui s'est proclamé vainqueur de la présidentielle avant la publication des résultats, a obtenu 33,5% des suffrages selon la commission. Le président de la commission électorale, Kabinet Cissé, a précisé que le taux de participation de ce premier tour s'élevait à 78,9%. Et puis, dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, au moins 6 enfants ont été tués et 13 autres ont été grièvement blessés dans l'attaque d'une école. Un groupe armé encore non identifié s'est introduit dans une école située dans la ville de Kumba ce samedi matin et a ouvert le feu sur les élèves. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve, Dieu voulant, demain à 10h et 13h dans le cadre de Dimanche Magazine. Bonne fin de soirée. Dieu nous garde.